À la une, ce mercredi 5 septembre, la fissure du pont de Châteauboeuf qui perturbe fortement la circulation. Ce matin, Alfred Marie-Jeanne et les techniciens de la CTM étaient sur place afin d'identifier les causes de la cassure. D'importants travaux sont en vue. 400 contrats aidés en moins, un coup dur pour l'Académie Martinique pour cette rentrée scolaire 2018. Des moyens humains en baisse qui peuvent avoir des conséquences désastreuses selon les syndicats. Le prélèvement à la source confirmé par le gouvernement. La mesure sera effective dès le 1er janvier 2019. Une nouvelle façon de percevoir l'impôt sur le revenu qui demande une adaptation pour les entreprises et les salariés. Après sa deuxième étoile et son titre de championne du monde, l'équipe de France de football affrontera l'Allemagne demain. Une rencontre qui se déroulera dans le cadre de la Ligue des Nations, un match que vous pourrez suivre sur ATV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre tranche info. Vous pouvez la suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Alfred Marie-Jeanne s'est rendu ce matin sur les lieux de l'importante fissure qui traverse la RN9. Il était accompagné de techniciens afin de mesurer d'un peu plus près l'ampleur des dégâts. Les premières investigations ont fait état de nappes d'eau sous la chaussée. De lourds travaux sont envisagés sur cette portion de route qui reste fermée pour l'instant. Régine Germani avec Marie Tricot. D'un pas décidé, Alfred Marie-Jeanne va à la rencontre des équipes géotechniques de la CTM. Depuis plusieurs jours, elle sonde le sol à la recherche des causes de la faille qui fissure la RN9 sur près de 75 mètres. Le chantier s'annonce colossal et face au mécontentement provoqué par ces travaux, c'est un président sur la défensive qui tente de se justifier. Si je suis triste, c'est par le comportement de certaines personnes qui croient qu'en un clin d'œil, on peut tout régler. Au bas mot là, dans les 2 semaines, nous avons déjà dépensé au minimum 400 000 euros. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge par rapport aux dégâts que vous constatez. C'est ça qu'il faut retenir. Et nous n'avons pas la science infuse. Je vous remercie d'être venu. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez, peu m'importe. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on vous a caché la vérité. Dans le talus, en contrebas, les drains installés sur une profondeur de 40 mètres continuent d'extraire de l'eau. L'hypothèse d'une fuite sur le réseau potable pourrait se confirmer. On a des tests sur la chimie de l'eau qui indiquent que c'est une eau mélangée mais dans laquelle il y a du chlore. Donc il y a sans doute de l'eau naturelle et des eaux de réseau. Et donc la piste de fuite de réseau, c'est une des pistes qu'il faut aller investiguer très très vite. Goudronnée hier, la brèche s'ouvre déjà de nouveau. Si les volumes d'eau extraits diminuent, le phénomène est bien loin d'être endigué. Toute l'eau qu'on va sortir du talus, elle améliore la sécurité vis-à-vis d'une rupture brutale. Mais aujourd'hui, très honnêtement, on n'a pas encore d'éléments probants pour dire qu'on est sur des phases de ralentissement. Pour faciliter le trafic, la collectivité envisage de mettre la circulation à double sens sur la portion praticable de la chaussée. Mesure qui devrait entrer en vigueur dans une quinzaine de jours. Un jeune motard de 25 ans a perdu la vie hier en fin d'après-midi au quartier Rochecarré au Lamentin. Le jeune homme au guidon du 2 roues est rentré en collision avec un autre véhicule, grièvement blessé. Il est décédé pendant son transfert à l'hôpital. C'est le 18e mort sur nos routes depuis le début de l'année. Ça y est, il est enfin ouvert. La nouvelle enseigne Euromarché au Robert a accueilli ses premiers acheteurs ce matin. La réouverture du magasin, très attendue après plusieurs jours de fermeture pour travaux. Les clients ont pu découvrir le nouvel espace créé par le nouveau gestionnaire, le groupe Bernard Ayotte, qui a racheté le centre commercial géant Oyoen le 23 août dernier. Je vous propose de regarder cette visite guidée avec Marie Tricot et Régine Germani. L'enseigne Euromarché aura finalement fait son grand retour en Martinique. Et c'est par la grande porte que son directeur dresse le bilan de 4 jours de travaux qui ont transformé les 3100 mètres carrés du site. Donc le premier choix qui a été fait, c'est d'agrandir la zone promotionnelle du magasin, zone d'entrée, de donner plus d'espace et plus de facilité aux clients pour circuler et aussi de pouvoir lui proposer plus de promotions puisque l'espace consacré est évidemment plus important. Allée plus large, plus lumineuse, agencée de façon à répondre à la promesse de mettre davantage en avant les produits locaux. Ce matin, le directeur commercial de Madivial passe en revue le rayonnage. La nouvelle collaboration devrait permettre à la coopérative de faire repartir des ventes chagrines ces derniers temps, selon ses dires. On travaille avec un historique avec une enseigne précédente qui était, on était plutôt en perte de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, avec la confiance que Carrefour nous redonne,
Et justement, le retour de la fréquentation client, on espère augmenter, nos objectifs sont de 30 à 40% d'augmentation. Oubliez donc l'enseigne précédente, présente plus de 10 ans au Robert. Les repreneurs assurent venir avec une politique de prix plus compétitif, plus agressif. Quelques heures après l'ouverture, si le lieu semble faire l'unanimité, j'avais quelques petits griefs sur Géant, des petits défauts. J'espère que ça sera corrigé maintenant, notamment les balances qui étaient toujours en panne. Là, enfin, la balance se fait à la caisse, c'est quand même intéressant. L'allègement promis du panier moyen est moins flagrant. Il y a une différence. Sur certains articles, si, j'ai trouvé que le prix est cher quand même. Mais dès qu'il y a un nouveau magasin, il y a des travaux, il y a ça, il faut s'attendre à une hausse des prix quand même. Hein? Les 130 employés déjà en poste avant la transaction font partie de la nouvelle aventure. Une condition pour valider le rachat auprès de l'autorité de la concurrence. Un rachat par le groupe Bernard Ayotte qui fait grincer des dents. Mais pour les observateurs de la vie locale entrepreneuriale, seuls 3 groupes martiniquais étaient en capacité de le faire et d'assurer une gestion pérenne. Sauf qu'aujourd'hui, GBH détient plus de 21% de présence sur le segment hypermarché de notre territoire. Ce qui veut dire que plus personne ne peut rentrer sur ce segment, très clairement. Et en plus, il est très intéressé sur les autres segments, notamment la proximité, les supermarchés. Et c'est là que l'ensemble des opérateurs considèrent qu'il n'y a pas une attention suffisante de l'autorité de la concurrence. Nous sommes sur des marchés étroits, nous sommes sur des marchés où un opérateur, le groupe Bernard Ayotte, est également présent dans les agences de marque, c'est-à-dire qu'il vend des produits, représente des grandes marques internationales, et il est fournisseur des autres hypermarchés. Donc il se retrouve en concurrence et fournisseur, il est sur les 2 tenants du marché. Donc il a une capacité qui est nettement trop importante, parce que je ne veux pas dire dominante, trop importante dans ce secteur d'activité. La nouvelle vie de l'enseigne Euromarché n'en est qu'à ses premiers chapitres. Après l'hypermarché, la galerie commerçante subira elle aussi une cure de jouvence. Le gouvernement a confirmé pour le 1er janvier 2019 le prélèvement à la source. Les entreprises devront s'organiser pour être prêtes dès la mise en application de la réforme. Du côté des salariés, ils doivent aussi se préparer à voir les montants diminuer sur leur fiche de paye. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Il répond aux questions de Karel Chassol. Une des principales difficultés aujourd'hui pour les employeurs, c'est d'avoir ce rôle de conseil fiscal, de conseil en gestion de revenus auprès des salariés qui vont voir de façon mécanique le revenu net diminuer. Certains l'ont anticipé, d'autres ne l'ont pas anticipé. Et donc, on va se retrouver certainement avec des demandes d'acompte plus importantes. Pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, ça va être difficile de répondre à ces demandes d'acompte des salariés. Puis au-delà de ça, il y aura la difficulté pour des entreprises qui ont des trésoreries extrêmement tendues, la tentation de ne pas reverser les sommes précomptées. Et là, il faut attirer l'attention des employeurs sur leur responsabilité qui est engagée. Les couacs, si quoi qu'il y a, ils vont concerner les salariés qui vont à ce moment-là engorger les services de ressources humaines dans les grandes entreprises, mais qui vont surtout bloquer l'activité de l'employeur parce qu'ils vont se renseigner, ils vont l'embêter tout le temps pour savoir pourquoi le montant prélevé est supérieur à ce qu'ils avaient imaginé, est-ce que le taux qui est appliqué est le bon. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre et de pédagogie à faire. Et c'est pour ça que nous invitons les employeurs, dès lors que les éditeurs de logiciels auront mis à disposition les logiciels adaptés, de faire des tests octobre, novembre, décembre et de commencer à remettre aux salariés des bulletins de paye qui font ressortir le montant net après prélèvement de l'impôt à la source. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a donc validé la réforme sur l'impôt sur le revenu. Une annonce faite hier soir sur le plateau de TF1. Cette réforme historique suscite de nombreuses réactions. Pour certains, le prélèvement à la source, ça semble très simple. Un impôt qui est prélevé tous les mois, pour les gens qui sont mensualisés comme moi, ça ne changera rien. D'autres tentent de trouver ce matin dans le journal des réponses à leurs questions. J'ai plusieurs retraites et je ne sais pas comment ça va faire. Parce qu'ils donnent un pourcentage, mais le pourcentage, est-ce que ça va être réparti sur toutes les retraites? Est-ce que... J'ai pas compris tout ça. Ces retraités, eux, perçoivent des loyers de locations à l'étranger gérés par une société. Ils s'interrogent. Est-ce que cette société, c'est elle qui va faire les démarches? Est-ce que c'est nous qui sommes obligés de faire la démarche? Touchent pas tous les mois le même salaire et appréhendent le prélèvement à la source. Si on a un salaire qui change
sur un mois donné, que le mois d'après, on a 500 € de décalage. Voilà, et comment ça va être géré. Bernard, lui, bénéficie d'une réduction d'impôt, mais pour lui, ce n'est pas clair. Je ne sais pas comment il va être payé. C'est ça. Je n'ai pas trop compris s'il est payé au mois de septembre, d'après ce que c'est remboursé, je ne sais pas. Cette année, l'Éducation nationale a attribué 563 emplois aidés à l'Académie. C'est 400 de moins que l'année passée. Les syndicats craignent que ce manque de personnel encadrant n'entraîne un climat d'insécurité dans les établissements. Ils ont rencontré le recteur la semaine dernière pour faire part de leurs doléances et les solutions proposées restent inacceptables selon eux. Yohan Boulard. 563, c'est le nombre de contrats aidés attribués par l'Éducation nationale à l'Académie Martinique. Près de 400 postes en moins par rapport à 2017. Au lycée Nord-Caraïbe, la nouvelle ne passe pas. Nous accueillons des élèves tout public, on dira-t-on. On en a qui ont des problèmes de santé notamment et qui ont besoin de prise en charge. Donc ça peut se traduire par des accidents, par des manquements de toutes sortes. Chaque établissement doit composer avec ses spécificités, géographie, topologie. Ici, 500 élèves sont inscrits. Il faudra donc être en mesure de gérer les flux, notamment pendant la demi-pension. Il nous faut au minimum 6 personnels pour permettre aux élèves de déjeuner correctement, alors qu'au jour d'aujourd'hui, en termes de possibilités, nous n'avons que 4 personnels de disponibles. Ces personnels ont un temps de travail à faire en fonction de leur statut. Donc, ils ne pourront pas, on ne pourra pas forcément leur demander d'être présents tous les jours au sein de l'établissement. 2 contrats en moins, soit un manque de 50 heures de couverture du service. Un exemple parmi d'autres, selon le syndicat UNSA, une telle suppression de postes entraînerait l'insécurité et un climat peu propice à l'apprentissage. Dans la cour de récréation, il va parfois manquer des adultes pour surveiller. Les vies scolaires ne pourront pas ouvrir en permanence, certains CDI ne pourront pas ouvrir convenablement. On a donc un manque d'encadrement hyper important et on sait ce que ça peut entraîner comme conséquence de l'insécurité. Lorsqu'on va recentrer totalement uniquement sur la prévention des élèves handicapés, il y aura de moins en moins de moyens pour les aides administratives et pour les emplois vie scolaires des lycées et collèges. Car en effet, priorité est faite aux enfants reconnus en situation de handicap. Sur les 563 contrats aidés requalifiés en PEC, parcours emploi compétences, près d'un tiers risque d'être affecté en tant qu'AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Donc il y a déjà eu une transformation de 116 contrats aidés l'an passé en 67 AESH, plus le recrutement d'autres AESH. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une aide notamment apportée aux enfants handicapés ou en situation de difficulté. Il faut savoir ce que l'on veut. Et de ce point de vue-là, les besoins sont couverts. 114 contrats seraient eux affectés à la vie scolaire. Les autres, aux tâches administratives, dans les 231 établissements du primaire et du secondaire. Manquera alors 147 postes d'encadrement. Ces 147-là, j'ai demandé effectivement aux plus hautes autorités de l'État, en ce qui me concerne en tout cas, effectivement à ce qu'il y ait une aide, un soutien évidemment de la part du gouvernement. Une proposition jugée faible par les syndicats, surtout que les dispositions sont actées mais pas encore effectives. Ils se disent prêts à entamer toute mobilisation nécessaire pour se faire entendre. Un an après le passage de l'ouragan Irma, Saint-Martin se relève peu à peu. La reconstruction est lente et difficile. Le manque de main-d'œuvre et de matériaux complique les opérations. La catastrophe naturelle avait causé des dégâts estimés à près de 2 milliards d'euros. Regardons ce reportage de nos confrères de TF1. La mer des Caraïbes, dans ce qu'elle a de plus paradisiaque et de plus divertissant pour ses touristes. Scène impensable il y a encore 6 mois. On ne dirait même pas qu'il y a eu un cyclone. Regardez comme c'est beau, c'est paradisiaque, j'adore. Car nous sommes à Saint-Martin, sur la côte la plus durement frappée par l'ouragan Irma. Un an après, ces Américains font partie des rares visiteurs. Sur la plage, il n'y a plus qu'un seul loueur de bateaux. On a rouvert du coup il y a 2 mois. On a dû tomber, je pense, au moins 80% d'activité en moins. Mais du fait qu'on s'est concentré sur une seule place, on arrive pour l'instant à survivre. Les bars de plage sont toujours en construction. Un seul est ouvert. Sur l'île, 70% des touristes viennent des États-Unis. Une clientèle fidèle, revenue pour soutenir l'économie locale. Il y a beaucoup moins de restaurants, très peu de magasins ouverts. Mais c'est en train de s'améliorer. Je suis venu déjà 15 fois à Saint-Martin.
Et je voulais dépenser mon argent ici pour les aider. Un enjeu capital pour Saint-Martin. Le tourisme est l'unique ressource de l'île. La plupart de ces touristes ne restent pas plus d'une journée sur l'île. Beaucoup repartent le soir dans leur bateau de croisière. Saint-Martin n'a de toute manière pas les moyens de tous les accueillir. Un an après le passage du cyclone Irma, la moitié des chambres d'hôtel restent à rebâtir. À 100 mètres du rivage, cet hôtel a été frappé de plein fouet par l'ouragan. Il y a eu des tornades à 400 km/h. Et donc c'est une de ces tornades qui a emmené en fait toute la suite d'en haut. Et donc il n'y a rien resté, le toit, tout est parti. Les travaux ont démarré il y a une semaine seulement. L'assurance tarde à payer et la main-d'œuvre est rare. Tous les ouvriers disponibles sont déjà au travail, partout autour. Il y en a déjà un calendrier qui est déjà bien rempli de réservations pour janvier, février, mars. Donc je veux dire que nos clients habituels et qui nous soutiennent depuis des années, on sont dans les rangs. Une reconstruction aux aires de course contre la montre. Les compagnies aériennes qui avaient déserté Saint-Martin promettent des vols de plus en plus réguliers. Sous ces tropiques, la saison touristique démarre dans moins de 3 mois. Retour en Martinique. Cet après-midi avait lieu la rentrée solennelle du tribunal de grande instance, une rentrée effectuée à la cour d'appel de Fort-de-France. L'occasion de présenter les nouveaux magistrats. 50% du bureau a été changé cette année, avec entre autres la nomination d'un nouveau procureur général. Écoutez les premiers mots de Pierre-Yves Couilleux au micro de Johan Boulard. L'un des secrets de la réussite, c'est les relations internationales. Les rapports avec nos plus proches voisins que sont la Dominique et Sainte-Lucie. Un travail extraordinaire a été fait par mon prédécesseur. Le processus de mise en application de ces nouveaux textes est en cours et on va avoir des résultats, j'en suis certain. D'autre part, en principe, ce n'est pas consolidé, mais d'ici la fin de l'année, j'ambitionne de travailler avec la directrice de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, ainsi que le service national de la douane judiciaire, la douane administrative, la direction des services fiscaux, pour améliorer notre capacité de percussion contre le crime organisé dans cette zone. L'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé hier matin sa démission. Elle a évoqué des raisons personnelles, mais il semblerait que ce soit plutôt des soucis avec le fisc qui l'empêchent de poursuivre sa mission gouvernementale. Elle a été remplacée par une autre championne du monde, la nageuse d'origine roumaine Roxana Maracianu. Lors de la passation de pouvoir entre les deux femmes, la Guadeloupéenne n'a pas souhaité commenter son départ. Éric Dupuis. Laura Flessel dans l'œil du cyclone, une semaine très exactement après la démission de Nicolas Hulot. Mediapart et le Canard enchaîné révèlent que le fisc s'intéresse de très près à la Guadeloupéenne, en cause la gestion de sa société Flessel & Co qu'elle détient avec son mari Denis Kolovic. Selon un autre journal, Le Monde, ce sont d'importantes sommes d'argent qui ont été transférées entre le compte de la société de droit d'image de l'ex-championne et son compte personnel. La ministre des Sports préfère quitter le gouvernement en évoquant des raisons personnelles. Dans un premier temps, les médias concluent à la déception de la Guadeloupéenne de voir le budget de son portefeuille se réduire de 6% pour l'an prochain. Mais très vite, ce sont bien les raisons fiscales qui semblent être la cause du départ de Laura Flessel. Alors finalement, que sait-on à l'heure actuelle des procédures engagées contre elle ? Eh bien vraisemblablement, c'est le fisc qui souhaite la poursuivre. C'est à une autorité indépendante, la CIF, la commission d'infraction fiscale, de valider ces poursuites. On ne connaît pas encore le préjudice de la fraude présumée. Invité du journal de 20h de TF1, Édouard Philippe, le Premier ministre, n'a pas souhaité commenter ce départ du gouvernement. Quant à la Guadeloupéenne, Laura Flessel, sa parole est très attendue, mais rien n'indique qu'elle s'exprimera prochainement sur cette affaire. Sport toujours, l'équipe de France affrontera demain l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur ATV. Pour en parler avec nous, Caril Chassol. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Samuel Perrault est également avec nous, nous concernera la Ligue des Nations de la CONCACAF, nous en parlerons dans quelques minutes. Alors Caril, quelle est cette nouvelle compétition, la Ligue des Nations? Alors comme vous le savez Loïc, il existe 2 grosses compétitions au niveau du football mondial. La Coupe du Monde qui s'est passée cette année en Russie et qui a vu la victoire de l'équipe de France, bien sûr. Et donc l'autre grosse compétition organisée par l'UEFA, celle-ci, c'est l'Euro qui aura lieu donc dans 2 ans. Chacune de ces compétitions a lieu tous les 4 ans, bien évidemment pas en même temps. Et donc entre-temps, les équipes nationales, les sélections,
disputent principalement des matchs de qualification en vue de ces compétitions, phase finale de Coupe du Monde et phase finale de l'Euro, ainsi que des matchs amicaux. Des matchs amicaux qui ne connaissaient pas un grand engouement. Et donc, l'UEFA a trouvé, a sorti de sa poche, une nouvelle compétition qui s'appelle la Ligue des Nations et qui concerne principalement les équipes européennes. Et donc, ça débute donc demain. Alors, combien d'équipes participent à ce nouveau tournoi? Alors, je vous le disais, la Ligue des Nations concerne les équipes européennes. Il y aura, on va le voir en tableau, 55 pays qui sont répartis en 4 ligues, A, B, C et D. La Ligue A, c'est la ligue dans laquelle il y a les équipes les plus relevées. On y retrouve notamment la France. Et dans chaque ligue, il y a 4 groupes. Donc, et l'exemple qu'on va donner, c'est le groupe de la France, on va le voir, qui se retrouve donc dans la Ligue A et dans le groupe 1 avec l'Allemagne et les Pays-Bas, puisque dans chaque groupe, il y a 3 formations. C'est un groupe assez relevé. Au bout de ces 3 mois de compétition, il y a plus qu'un titre à aller chercher? Tout à fait, parce qu'en fait, il y aura des matchs aller-retour. La compétition commence demain, elle se terminera en juin 2019. Et en juin 2019, il y aura donc des places à gagner pour l'Euro, puisque 4 équipes pourront, on va le voir en tableau, 4 équipes pourront valider leur ticket pour l'Euro 2020 sans passer pour autant, même si ces équipes n'ont pas réussi à se qualifier via la phase qualificative, justement. Voilà. Allemagne, Pays-Bas, ça reste des adversaires costauds, même si la France est championne du monde? Oui, ça reste des adversaires très costauds. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a été championne du monde lors de la précédente Coupe du Monde. L'Allemagne est toujours là lors des grands rendez-vous. Alors, il y a eu une faillite sur la Coupe du Monde en Russie, mais ça reste des grosses nations. Et donc, dans cette Ligue A, de toutes les façons, il y a les grosses équipes, quoi. Alors, c'est la première sortie des Bleus depuis leur titre au Mondial. Est-ce qu'il y a des surprises au niveau du groupe? Alors, au niveau du groupe, pas vraiment de surprise dans la mesure où la seule surprise, la seule nouveauté un peu, c'est au niveau des gardiens, puisqu'avec l'absence d'Hugo Lloris et de Steve Mandanda sur blessure tous les deux, il y a une place qui s'est libérée. Et donc, Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier, il arrive en tant que 3e gardien au niveau de cette équipe de France. Merci Caril. Alors, plus proche de nous se jouera un match que vous pouvez suivre effectivement demain. Tout à fait. Alors, tout à fait, on le verra en tableau, le programme donc, des matchs qui seront diffusés sur ATV dès demain. Première journée de la Ligue des Nations, Allemagne-France, 14h45 demain. Et puis, samedi, 14h45 également, un autre choc quand même entre l'Angleterre et l'Espagne. Ça vaudra le déplacement. Bien sûr. Merci Caril. Et donc plus proche de nous se jouera la Ligue des Nations de la CONCACAF dont la Martinique est membre. Samuel Perrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Ligue de football. Alors quelles équipes se dresseront sur le parcours des Matinino? Alors c'est exactement le même dispositif que Caril a décrit pour l'Europe qui est calqué sur notre zone de compétence, la Caraïbe et les Amériques, Amérique du Nord et Amérique centrale. Et donc l'objectif pour la Martinique, mais pour les 41 nations de la CONCACAF, c'est évidemment de pouvoir intégrer le niveau supérieur. Il y aura, comme en Europe, il y aura des groupes de niveau. Il y aura une Ligue A, une Ligue B et une Ligue C. Et la Martinique souhaite intégrer cette Ligue A avec les grosses pointures du football international, comme les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica ou encore le Honduras. Et qui on va devoir affronter? Alors, donc, la différence avec la Ligue des Nations européennes, c'est que la CONCACAF Ligue débute par une phase intermédiaire. En Europe, ils se sont basés sur le classement FIFA pour constituer directement les quatre groupes, les 4 ligues. La CONCACAF a choisi de créer une compétition intermédiaire qui s'appelle le Shield, en français c'est le bouclier, pour pouvoir constituer ces groupes. Donc la Martinique débute cette phase intermédiaire mardi prochain, mardi 11 septembre à 20h au stade de Dillon, contre les îles Vierges britanniques. Et nous aurons ensuite 3 autres matchs qui permettront de classer l'équipe de Martinique pour savoir si elle intègre le groupe supérieur
pour le groupe intermédiaire. Et puis cette compétition intermédiaire est également qualificative pour la Gold Cup 2019 et qui, je le rappelle, est l'équivalent finalement de la Coupe d'Europe des Nations. Et justement, ça fait partie de vos objectifs? Bien sûr, donc 2 objectifs très clairs que nous avons fixés à ce groupe et ces jeunes joueurs et avec leur staff, c'est effectivement de se qualifier pour la Gold Cup. On est régulièrement présent dans cette compétition depuis quelques années et puis également de pouvoir intégrer ce groupe supérieur pour, pourquoi pas, avoir au stade de Dillon des rencontres du genre Mexique-Martinique ou États-Unis-Martinique. Qui sont les joueurs qui composent la sélection de Martinique pour cette aventure? Alors, pour ce premier match, on s'est basé pour 2 raisons. Parce qu'on a d'excellents joueurs locaux d'abord, et puis parce que nous avons quelques difficultés toujours à faire libérer des joueurs professionnels. Donc c'est un groupe essentiellement constitué de joueurs locaux et à de très fortes valeurs. On l'a vu avec les performances du club franciscain, on l'a vu avec les performances de la sélection ces derniers mois. Et nous bénéficions de l'apport de 2 joueurs professionnels. Jean-Sylvain Babin, qui joue en défense centrale au Sporting de Gijón en Ligue espagnole, et puis Jordi Delem, qu'on ne présente plus et qui est professionnel en MLS à Seattle. Et puis tous les joueurs locaux, on a des fers de lance en attaque que tout le monde connaît, les Parsemins, avec des jeunes joueurs qui commencent à émerger et qui pourront être découverts mardi soir à l'occasion de ce match. Moins de matchs amicaux, car il le disait, plus de matchs à enjeu, c'est forcément une bonne chose pour vous? Forcément, et ça manquait à nos petits pays qui avaient du mal à obtenir des matchs amicaux. Donc aujourd'hui, on entre dans une compétition permanente avec des confrontations contre des grosses pointures. Et ça, c'est excellent pour le football martiniquais en termes de promotion, mais également en termes de visibilité, parce que les jeunes joueurs qui ont de très forts potentiels ici en Martinique pourront se faire voir au plus haut niveau du football, comme dernièrement nous avons eu un joueur qui s'est fait remarquer à l'occasion ce qu'on appelle une draft en MLS, c'est le jeune Catherine du Golden Lion, qui est parti et qui va, on l'espère, intégrer l'équipe professionnelle de Kansas City. Alors la sélection de Martinique devrait effectuer de nombreux déplacements. Est-ce que c'est compliqué de financer tous ces voyages? Toujours, toujours très compliqué. On sait que la Caraïbe, ce n'est pas simple. Vous avez des difficultés à joindre les fameux hubs pour pouvoir se projeter sur des destinations. Cette fois, on a la chance, enfin pour les 4 matchs qui viennent, on a la chance d'avoir des déplacements relativement courts, puisqu'on va à Porto Rico et on ira en Guadeloupe en mars. Donc c'est encore faisable. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est que grâce aux efforts et aux discussions que nous avons pu avoir avec notre tutelle CONCACAF, il y a désormais des dotations qui permettent à la fois aux sélections nationales et aux clubs qui participent aux compétitions internationales de se déplacer avec des ressources financières un petit peu plus intéressantes. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle les principaux rendez-vous. France-Allemagne demain à 14h45 sur ATV et le match de la sélection de Martinique contre les îles Vierges britanniques au stade de Dillon le 11 septembre à 20h. Info pratique maintenant pour ceux qui souhaitent donner leur sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain, jeudi 6 septembre, à l'hôpital Sanatori du Carbet et comme tous les jours ouvrés à la Maison du Don, à l'hôpital Pierre-Zobda Kittmann de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. La fissure du pont de Châteauboeuf qui perturbe fortement la circulation. Ce matin, Alfred Marie-Jeanne et les techniciens de la CTM étaient sur place pour identifier les causes de la cassure. D'importants travaux sont en vue sur la RN9. 400 contrats aidés en moins, un coup dur pour l'Académie Martinique pour cette rentrée scolaire 2018. Des moyens humains en baisse qui peuvent avoir des conséquences désastreuses selon les syndicats. Le prélèvement à la source confirmé par le gouvernement. La mesure sera effective dès le 1er janvier 2019. Une nouvelle façon de percevoir l'impôt sur le revenu qui demande une adaptation pour les entreprises et les salariés. Après sa 2e étoile et son titre de championne du monde, l'équipe de France de football affrontera l'Allemagne demain. Une rencontre qui se déroulera dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match que vous pourrez suivre en direct sur ATV demain à partir de 14h45. Je vous laisse maintenant avec mes confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À 20h, zone interdite. On se retrouve demain à 18h50 pour les titres. Bonne soirée sur ATV.